D'accord. Très bien. Donc, Inch'Allah, donc, on va essayer de voir le module ensemble, le module analyse de données. Comme son nom l'indique, vous remarquez bien, et donc, il faut qu'il y ait des données, bien sûr, et le but, c'est de les analyser. Alors, donc, en entrée, on doit avoir un ensemble de données. Ces données sont des résultats obtenus après expérimentation, d'accord? Il s'agit de données multidimensionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire multidimensionnel? Ça veut dire pour chaque donnée, elle contient plusieurs informations. Si elle contient plusieurs informations, c'est-à-dire elle est dans un espace de dimension élevée. D'accord? Un exemple, par exemple, si vous prenez une population donc constituée d'un certain nombre de personnes, vous voulez voir, par exemple, l'âge, le poids, le nombre, par exemple, d'enfants. Donc, vous remarquez bien qu'il faut qu'il y ait des variables, d'accord? Et pour chaque variable, on doit avoir une réponse. Et donc, tout dépend de ce nombre de variables, la dimension de la donnée sera bien sûr présentée. Alors, donc, le but, c'est donc d'analyser ces données-là, d'accord, et de voir, d'étudier les relations existantes entre elles, c'est-à-dire quelles sont les données qui sont proches, qui se ressemblent, quelles sont les informations qui sont carrément différentes, dissimilaires. Donc, chaque donnée sera prise en considération. Par contre, si par exemple une donnée XI, elle est presque proche de la donnée XJ, donc on peut quand même essayer par exemple, d'éliminer l'une d'elles pour garder qu'une seule donnée. Autrement dit donc, peut même diminuer on peut diminuer le nombre de données. D'accord? Essayez aussi de voir est-ce qu'il y a des relations, d'accord, entre ces données. Et en général, cette analyse ou bien cette étude, elle se fait moyennant deux approches. Il y a les approches de classification et les approches factorielles. Approche de classification consiste à diviser ces données en sous-groupes, en clusters, en classes, d'accord, comme vous voulez, de telle sorte que chaque cluster, chaque classe contient les données qui sont proches. D'accord? Ou bien des classes, ou bien l'approche factorielle. L'approche factorielle, par contre, elle consiste carrément à diminuer l'espace, donc ce qui revient à projeter toutes ces données dans un espace de dimension très petite. Quand on dit très petite, ça veut dire vraiment, vraiment diminuer au maximum le nombre d'axes. Pourquoi vous remarquez ici qu'il y a des axes? Parce que, étant donné qu'une donnée est une information, d'accord, donc je peux le présenter dans un vecteur. Ce vecteur, donc, contient plusieurs informations. Chaque composante est une information. Donc, une chose est sûre, je peux présenter cette donnée dans un espace. Tout dépend du nombre d'informations. Ce sera la dimension de l'espace dans lequel je vais présenter mes données. D'accord? Donc, c'est pour ça, si vous remarquez bien, j'ai mis ici des axes. Donc, on peut considérer chaque axe comme une variable, mais comme information. Tout dépend comme je veux présenter les choses. On rentrera après dans les détails, vous allez voir. Donc, pour voir ça de près, on va essayer de constituer, donc de diviser le module en trois gros chapitres. Un chapitre 0, introduction, donc le module, on va voir assez rapidement quelques notions de base. Ensuite, chapitre 1, on va essayer de voir les méthodes factorielles. Et chapitre 2, on va voir, bon, les méthodes de classification, c'est-à-dire méthode de classification, c'est entre parenthèses, c'est surtout une méthode factorielle. Dans les méthodes factorielles, il y a des approches. Donc, dans le chapitre 2, on va essayer d'entamer l'approche 2 et le chapitre 1 sera consacré aux méthodes factorielles approche 1. D'accord? Les domaines, c'est ça. Les domaines d'application, bien sûr, sont variés. On peut trouver les données dans l'informatique, dans le traitement d'images, par exemple. Si on veut, par exemple, chercher le contenu, la reconnaissance d'objets, bien la reconnaissance de forme.
Donc, il faut qu'il y ait des images. Chaque image contient des objets. On aimerait bien donc présenter chaque objet par son descripteur, c'est-à-dire les informations qui ressemblent, qui représentent plutôt cet objet. Et on peut stocker donc ces informations dans un vecteur, dans des vecteurs. Chaque objet pourra être représenté par un vecteur, ce qui revient donc à étudier ces ensembles de vecteurs qui représentent les informations sur le contenu des images. Donc, vous remarquez bien, donc, il y a une application, si vous voulez, directe dans le domaine de l'informatique. Il y a aussi données textuelles, pas forcément des objets, des formes, mais on peut avoir aussi des textes, le contenu de chaque. C'est-à-dire, si une image est constituée de textes, pas forcément un objet. En électronique aussi, en économie dans la gestion des données, un peu partout. Donc, mécanique aussi dans l'industrie, quand il s'agit de donc des modèles, c'est-à-dire le côté mécanique pour les pièces, par exemple, on peut présenter le contenu de chaque pièce, d'accord? Un modèle pour chaque pièce, soit présenté par des informations, et donc on pourra l'exploiter aussi dans le domaine de l'industrie. Donc, vous remarquez bien que ces domaines d'application sont très, très variés. On peut les trouver partout. Alors, il y a ici, juste une minute s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, juste une minute. Je ne retrouve pas. C'est ça. Donc, on avait dit aussi qu'il y avait donc tout se fait moyen deux approches, approche de classification et approche factorielle. Les données étant données, donc, c'est des informations issues des expérimentations, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des variables et chaque variable représente une information. Donc, le résultat, donc, c'est une observation sur l'individu. Donc, on peut avoir
Allô, c'est bon? Il y a un problème de connexion, donc c'est bon, d'accord, pardon. Alors, je disais que dans notre programme, on va s'intéresser surtout sur les approches factorielles, hein. D'accord. Alors, les approches factorielles consistent à, à projeter les données dans un sous-espace de dimension inférieure, c'est-à-dire réduire la dimension des données. D'accord. Pourquoi les réduire? Les réduire dans le sens qu'on puisse les visualiser graphiquement. Parce que quand on dit une donnée multidimensionnelle, là, par exemple, si je reviens au haut, regardez là, je remonte. Ici, vous remarquez bien, j'ai mis plusieurs axes. Mais la dimension d'un vecteur, la dimension n'est pas, une donnée, elle n'est pas constituée de 4 informations. Elle peut contenir plusieurs, 50, 100 informations, 200 informations. Donc, vous remarquez bien, c'est pas facile de visualiser, de présenter que c'est dans un graphe comme ça, dans un plan, l'information, les données. Donc, c'est pour ça les approches factorielles, elles consistent à réduire cet espace, ce qui revient à réduire le nombre d'axes. D'accord? Et dans la pratique, pour qu'on puisse visualiser les données, donc la meilleure façon de représenter, la meilleure façon de faire les choses, c'est d'avoir un espace de dimension 2 ou 3. D'accord? Donc, on essaie de faire telle sorte à réduire la taille. D'accord? C'est de telle sorte à avoir un espace de dimension 2 ou bien 3. Maximum 3. Parce qu'au-delà de 3, au-delà de 4, c'est impossible de visualiser les données. D'accord? Donc, dans les approches factorielles, on aura l'analyse en composantes principales et on aura l'analyse factorielle des correspondances, l'AFC. Donc, on va voir surtout ces deux approches qui sont très, très importantes et elles font partie des premières méthodes de factorielles d'analyse des données. C'est ça. Donc, vous remarquez bien, on a donc l'espace donné ici, le nuage des points, il est présent ici par un ensemble de données. Donc, la meilleure façon, quand on dit réduire, c'est de présenter ces données-là, ou bien dans un espace de dimension 3, donc on ne gardera que 3 axes, donc il faut vraiment sélectionner les données les plus importantes pour qu'on puisse présenter les données. Ou bien dans un plan, c'est-à-dire un plan à 2 axes. D'accord. Donc, vous remarquez bien, donc les méthodes factorielles consistent à réduire ce nombre d'axes à 2 ou bien 3. Alors, pour commencer, le premier chapitre, donc là, c'est juste l'introduction générale pour avoir une idée sur le but de ce qu'on va faire. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer le premier chapitre? Comme ça, on va essayer de… Alors, donc, le premier chapitre, c'est l'analyse en composantes principales. Regardez bien donc le titre, c'est analyser les données, telle sorte à les représenter dans un espace constitué de composantes principales. Donc, le contenu, c'est de définir les composantes principales. Qu'est-ce que ça veut dire les composantes principales? C'est les nouvelles variables ou bien nouveaux individus qu'on va garder. Donc, avant d'arriver à ce but-là, bien sûr,
On va passer par quelques définitions, par quelques paragraphes et tout, par quelques notions avant d'arriver au but. D'accord? Les données analysées. Donc, pour commencer l'analyse, premièrement, donc l'analyse en composante principale, elle s'applique sur les données de type quantitatif. Donc ici, on aura des quantités, des valeurs numériques. D'accord? Donc, ce n'est pas qualitatif. D'ailleurs, ce que vous allez voir après, vous allez constater l'AFC. Il y a l'ACP, il y a l'AFC. Donc, dans les méthodes factorielles, on va essayer de voir, Inch'Allah, deux approches, deux méthodes de base. L'ACP et l'AFC. L'ACP sera appliquée sur les données de type quantitatif. L'AFC va être appliquée sur les données de type qualitatif. D'accord? Donc, le premier chapitre sera consacré à l'ACP, aux données donc des données de type quantitatif. D'accord? On va voir le principe, les approches utilisées, comment on va faire les choses. Tout d'abord, avant de commencer votre analyse, il faut qu'on présente les données qu'on a dans une matrice ou bien un tableau. Donc, le tableau va être présenté sous cette forme-là. On a donc les lignes, c'est les individus, et les colonnes, les variables. Qu'est-ce que ça veut dire, les colonnes, les variables? Ça veut dire que c'est les variables observées sur les individus. Chaque variable, chaque colonne représentera une variable. Elle sera observée sur les individus, d'accord? Le résultat sera présenté, il représentera un coefficient, il sera présenté dans la matrice. D'accord? Donc, les variables, elles sont présentées en colonnes et en général par des grands X indexés en haut pour faire la distinction entre colonnes et lignes, autrement dit entre variables et individus. Donc, et vous avez deux notions de base. Pour constituer vos données, vous avez deux notions de base. Vous avez les variables, d'accord? Vous aurez des variables x1, x2, xn. Donc, pour se mettre sur la bonne ligne une fois pour toutes, notez bien que les colonnes, c'est pour les variables. Le nombre de variables, c'est n. Et le observé sur un nombre d'individus, ce nombre d'individus, c'est n. D'accord? Donc, on aura n observations sur n individus. D'accord? Pour que les choses soient claires dès le départ. Hein? Donc, ce sera les notations qu'on va utiliser. On aura donc n variables présentées en colonne, observées sur n individus. Les individus sont représentés en ligne. Pour faire la distinction entre variables et individus, on va indexer les variables en haut. Donc, vous remarquez bien, j'ai bien noté ici, grand X1, grand X2, grand Xn. D'accord? Chaque, donc, XI représente une colonne, c'est-à-dire une variable. Par contre, les individus seront indexés en bas, en dessous. Donc, vous aurez X1, X2, Xn. Ce qui veut dire que vous avez un individu. Alors, chaque observation, donc par exemple, si vous prenez la première colonne, ça veut dire que je prends la première variable, grand X1. Je vais l'observer sur combien d'individus? Je vais l'observer sur un individu. Donc, le résultat de la variable x1 sur le premier individu, c'est x1, 1, 1. O, c'est le numéro de la variable. En bas, c'est le numéro de l'individu. Donc, je suis en train de, je prends, vous me suivez? Je suis en train de prendre la première colonne, c'est-à-dire la première variable. D'accord? Donc, la première variable observée sur le deuxième individu, le résultat sera x1, x2, 1. Donc, la première variable observée sur le mien individu sera la donnée x petit xn 1. O, c'est-à-dire la variable, la première variable. En bas, c'est le numéro de l'individu. D'accord? Ces résultats, donc vous remarquez bien, chaque résultat est une donnée et représentera un coefficient de la matrice. C'est la même chose. Vous irez à la JM colonne
L'observation de la J1 variable sur le premier individu, c'est XJ1. Sur le dernier individu, c'est XJ1. Ainsi de suite. C'est pour ça donc que vous remarquez bien chaque résultat est un coefficient, est une donnée. Elle est dans la matrice. Ce résultat, il est dans la matrice. Il représente un coefficient. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans cette matrice? Je peux la lire de manière différente. Je peux la lire, c'est-à-dire autrement dit, les colonnes sur les lignes, comme je peux la lire ligne en fonction de colonnes. Ça veut dire quoi? Je prends le vecteur ligne. Quand je vois le vecteur ligne, ça veut dire la première personne, la première individu, l'unité numéro 1, le premier individu, et chaque composante représentera l'image par la première variable, par la deuxième variable, par la énième variable. Ou bien autrement, je peux lire la matrice par colonne. Chaque colonne représentera le résultat de la variable fixée sur tous les individus. Cette lecture, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je peux extraire finalement deux nuages. Nuage individu ou bien nuage variable. Donc, je peux lire la matrice des données selon les individus, comme je peux la lire selon les variables. Est-ce que c'est clair? C'est très, très important parce qu'après analyse, elle sera faite sur le nuage des individus ou bien sur le nuage des variables. Donc, il faut bien savoir lire le contenu de la matrice. On ne présente pas seulement, on présente des données dans une matrice, mais bien sûr, il faut savoir lire la donnée, l'information présentée dans la matrice. Est-ce que c'est clair? C'est des leçons de base, hein? C'est-à-dire qu'il faut bien se familiariser avec ces notations avant qu'on puisse présenter les approches. Vous me suivez, s'il vous plaît? Très bien. Donc, s'il y a un problème, vous m'arrêtez. Hein? S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Je vous donne un exemple d'abord pour que vous puissiez comprendre ces présentations-là. Par exemple, supposons que je considère une matrice de notes attribuée par exemple à 5 étudiants dans 4 modules. D'accord? 5 étudiants, donc j'aurai 5 individus, donc le M égale à 5. Dans 4 modules, donc ce sera donc les variables, donc N variable, c'est N égale à 4. Le résultat donc sera présenté par exemple dans la matrice suivante. Les colonnes, donc en général, d'une manière générale, hein, il faut bien, donc les colonnes, c'est les variables. Donc j'ai choisi par exemple module de maths, module d'algo, base de données, génie logiciel. Et là, on a pris 5 étudiants aléatoirement, E1, E2, E3, E4, E5. Ce sont les individus. Alors, les observations de ces 5 variables sur les 5 individus seront représentées dans cette matrice. Donc, la première case ici, par exemple 7, c'est la note de maths pour l'étudiant 1. 7, c'est la note d'algo pour l'étudiant 1. Donc, si vous lisez en ligne, vous remarquez bien, c'est tous les résultats de toutes les variables sur le premier individu. Par contre, si je lis la matrice dans le sens colonne, donc le 9, ce sera donc le résultat du module de maths pour l'étudiant 2. Ainsi de suite, 15,5, le résultat donc du module de maths pour l'étudiant 5. D'accord? Donc, chaque XIJ, chaque coefficient qui est noté XIJ, toujours en bas, c'est le numéro de l'individu, haut, c'est le numéro de la variable. Ça représente donc une donnée. Dans notre cas, cet exemple, une donnée, c'est une note. Elle peut être autre chose. On peut par exemple considérer par exemple des villes dans un pays et les variables, par exemple la température, d'accord? On peut voir autre chose. C'est donc la donnée peut être représentée comme vous voulez. C'est une information. Donc le but, c'est d'étudier la variabilité observée sur ces 5 étudiants, les relations existantes entre les modules par exemple, ou bien entre les individus, ou bien entre les variables. D'accord?
quelles sont les notes qui sont, c'est-à-dire dans quel module les notes sont proches, l'étudiant est bon et mauvais, dans le but de voir les étudiants sont bons dans quel module, ils sont mauvais dans quel module, ils sont moyens dans quel module. C'est dans ce sens-là d'étudier la variabilité observée sur les individus, D'accord? Très bien. Donc, cette présentation matricielle, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut me permettre de présenter les données de définir les données selon deux nuages de points. On les appelle des nuages en général, ou bien nuages individus, ou bien nuages variables. Nuage individu, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends chaque individu. Donc là, par exemple, si je remonte, regardez là, si je remonte ici, si vous prenez un individu, XI, d'accord, IM individu, chaque donnée, si je prends un individu, donc il est indexé en bas, en dessous, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que chaque composante, allez, je prends l'individu, chaque composante est un résultat d'une variable. Donc, l'axe, ce sera l'information donnée sur la première variable. La deuxième, c'est le résultat donné par la deuxième variable. La dernière, c'est l'information donnée par la dernière variable. Donc, finalement, chaque donnée, elle est représentée dans l'axe de variables. Donc, si je prends un individu, il sera représenté dans quel espace? Dans l'espace des variables. Parce que chaque composante, c'est le résultat donné par une variable, n'est-ce pas? Si je prends le vecteur li, donc je prends l'individu. Vous me suivez? Et donc, chaque individu sera représenté dans l'espace des variables. Autrement dit, chaque axe est une variable. Par contre, si vous prenez une variable, donc vous prenez les vecteurs colonnes. Les vecteurs colonnes, vous lisez comme ça verticalement. On avait dit donc chaque résultat, donc pas la première variable, sur tous les individus. Donc chaque composante est associée à un individu. Chaque composante est associée à un individu. Donc la colonne sera représentée dans l'espace des individus. Vous voyez la différence? Donc, si je prends le nuage des individus, le nombre d'axes, c'est le nombre de variables. Si vous prenez le nuage des variables, donc l'espace sera représenté par les individus. Donc, le nombre d'axes égale le nombre d'individus. C'est clair? Donc, quand on parle de réduire, de projeter les données, ce qui revient à réduire le nombre d'individus ou bien réduire le nombre de variables. D'accord? C'est clair? Je reviens ici. Donc, pardon. Donc, vous remarquez bien, ici à gauche, si je prends donc du point de vue, je prends le nuage du point de vue individu, chaque axe est une variable. Si je prends le nuage du point de vue variable, chaque variable est un individu. Et donc, ici, là, c'est Rn et là, c'est Rm. D'accord? Donc, les approches factorielles consistent justement à réduire ces axes, ou bien le nombre d'axes variables, ou bien le nombre d'axes d'individus. Vous remarquez bien, on peut dire que c'est complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si je reprends un individu, ce sont les données représentées par toutes les variables sur une seule personne, sur un seul individu. C'est tout. Si je prends une colonne, c'est une variable observée sur tous les individus. Mais dans tous les cas, chaque composante reprend toujours une information. C'est clair?
ça. Donc, nuage des individus, c'est l'espace des points représentant les individus, chaque axe une variable. Et le nuage des variables, c'est l'espace des points représentant les variables. Et donc, chaque axe représentera un individu. Donc, l'objectif de la CP, c'est les suivants. Tout d'abord, c'est d'analyser et d'écrire les matrices de données, donc ou bien selon ces lignes, ou bien selon ces colonnes, ça veut dire ou bien selon les individus, ou bien selon les variables. Mais en général, avant de faire l'analyse, on doit passer par une étape préliminaire. Après, on va, bien sûr, on verra après les étapes à suivre. C'est une étape de normalisation. Donc, avant de commencer l'analyse, il faut passer par une étape de normalisation. Elle consiste à réduire le nuage de points. Qu'est-ce que ça veut dire réduire? Réduire, ici, réduire, c'est pas réduire la dimension. Réduire le nuage de points, réduire les données, ça veut dire c'est les normaliser. Qu'est-ce que ça veut dire les normaliser? C'est les rendre dans le même, on peut dire dans les mêmes normes. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, donc, il faut qu'il soit, donc, on va essayer de faire telle sorte que les vecteurs soient de norme égale à 1, d'accord? On doit tout d'abord centrer les données, d'accord? C'est-à-dire chercher le point, centre de gravité de ce nuage de points et représenter tous les points selon le centre de gravité. Pourquoi on représente selon de gravité, selon le centre de gravité? C'est pour réduire l'écart, la différence entre les données. Parce que n'oubliez pas, le centre de gravité, c'est le centre de la masse, d'accord? Donc, il va essayer de représenter le point d'équilibre. Donc, il va rapprocher les points éloignés et il va essayer de rendre les choses équilibrées. D'accord? C'est le point d'équilibre. C'est pour ça, donc, avant d'analyser, il y a l'étape de normalisation qui est constituée de deux étapes. La première, c'est de centraliser les données, rapprocher les données entre elles autour du centre de gravité, de telle sorte que le nouveau c'est-à-dire point, bien sûr, le zéro, ce sera le centre de gravité, de telle sorte que toutes les données soient autour de ce point, d'accord, pour diminuer l'écart. Pourquoi on diminue cet écart? Pour que l'analyse ait un sens. Qu'est-ce que veut dire l'analyse ait un sens? Parce que parfois, il y a des informations, euh, les unités tout d'abord, c'est-à-dire pour équilibrer dans le sens où ne pas favoriser une composante, bien un individu par rapport à l'autre, bien une variable par rapport à l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'on passe par l'étape de normalisation. Donc, on essaie de les rapprocher. Ensuite, on essaie de rendre les vecteurs de taille égale à 1, la norme égale à 1. C'est pour donc donner la chance à tout le monde qui soit dans les mêmes conditions. Comme ça, après, faire l'analyse et faire l'étude et étudier la variabilité, la ressemblance entre les données. D'accord? Dans le sens de ne pas favoriser un individu par rapport à l'autre ou bien une variable par rapport à l'autre. Tout d'abord, on leur donne toutes les chances les mêmes. Ensuite, faire l'analyse et étudier les relations entre elles. C'est très, très important. On ne peut jamais, d'une manière générale de façon, même en traitement partout, d'une manière générale, on ne traite pas les données comme ça, brutes. Avant de traiter les données, c'est bien de passer par une étape de normalisation. Donc, on verra après, bien sûr, comment on va normaliser ces données. Une fois on a normalisé les données, la matrice des données, ensuite on passe au but crucial qui est la réduction de la dimension de l'espace, c'est-à-dire c'est réduire le nombre d'axes. Que ce soit le nuage d'individus, donc réduire le nombre de variables, d'axes, c'est à réduire le nombre de variables. Si vous prenez les choses inversement, ce qui revient à réduire le nombre d'individus, on ne garde que les plus importants pour réduire la redondance d'informations. Donc, on essaye de minimiser, c'est-à-dire minimiser les informations inutiles, donc on va les supprimer, et ne garder que l'essentiel, que le plus important. Bien sûr, tout ça se fait selon des techniques, comme vous allez voir. La même chose, avant de commencer sur l'étude, c'est bien de passer par, c'est bien de passer par aussi, par quelques, on essaie en général aussi d'associer un poids.
Donc, ce sont des petites, donc c'est des remarques seulement à part. Donc, on doit normaliser les données, on doit associer à chaque individu un poids, toujours dans le même but, c'est pour ne pas valoriser un individu par rapport à l'autre. Donc, à chaque individu, on lui associe un poids, de telle sorte que la somme des poids égale à 1. Et donc, dans la pratique, la meilleure façon de faire les choses est d'associer le même poids égal à 1 sur 1. On peut ne pas avoir bien sûr le même poids, ce n'est pas faux, mais la meilleure façon de faire les choses pour que l'étude soit correcte, c'est d'associer le même poids à tout le monde, ce poids égal à 1 sur 1. Ça veut dire 1 sur 1. 1 représente bien sûr le nombre d'individus. Donc, c'est 1 sur le nombre d'individus. Du moment qu'on est en train de représenter les données multidimensionnelles dans des matrices, en général, cette matrice de poids, on peut la représenter, elle est notée par D. D égale, donc, vous me suivez, pour chaque individu, j'associe un poids, donc 1 sur 1, après bien sûr 0. Donc, comme j'ai un individu, j'aurai donc juste une matrice diagonale. D'accord? J'aurai une matrice diagonale. Parce que c'est juste un poids pour chaque individu. Donc, le premier individu, première ligne, donc 1 sur 1. Deuxième individu, 1 sur 1, donc c'est pour X2, pour le deuxième. D'accord? Donc, j'aurai une matrice diagonale, dite matrice de poids. Avant de commencer l'analyse ou bien les méthodes de l'ACP, il y a des caractéristiques numériques qu'il faut bien connaître. D'accord? Alors, je préfère donc, juste une minute. Mhm. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? D'accord. Alors, donc, la partie suivante, c'est de présenter quelques notions de base. Alors, on va essayer de voir comme ça rapidement, mais je préfère vous les envoyer. Essayez de les voir de près. Attendez, je vais partager rapidement. Avant d'exposer, parce que j'aimerais bien, il faut que vous ayez une idée sur ces caractéristiques de près, c'est-à-dire il faut se familiariser un petit peu. Ensuite, appliquer l'ACP. Je ne veux pas appliquer l'ACP. L'ACP, si vous ne connaissez pas ces notions de base. On peut les voir rapidement ensemble, mais je préfère vous laisser le soin de les jeter un coup d'œil sur ça. Regardez bien. Il y a quelques caractéristiques numériques qu'il faut connaître très bien avant de passer à l'ACP. Ces caractéristiques numériques se résument en ce qui suit. Il y a la moyenne arithmétique, il y a le centre de gravité, il y a la variance, il y a l'écart type et il y a l'inertie. L'inertie en général va représenter bien sûr l'information totale. La variance va représenter le module des vecteurs des données. Le centre de gravité va représenter le point d'équilibre de ces nuages de poids.
Donc, vous remarquez bien ces caractéristiques numériques, mais qui ont un sens dans l'analyse données, pour la matrice, pour l'information, de manière générale. Comme ça, vous avez l'air, bien sûr, de lire, d'avoir des formules mathématiques, mais c'est une formule mathématique. Chaque caractéristique a son sens pour les données. Donc, parce qu'on ne peut pas appliquer la CP si vous ne connaissez pas toutes ces notions-là de base. Il faut se familiariser un petit peu. Donc, la moyenne arithmétique, bien sûr, c'est la moyenne. Vous connaissez la moyenne, c'est donc la somme donc pour un vecteur colonne en général. D'accord? La moyenne arithmétique de chaque vecteur colonne, c'est la somme donc de ses composantes. Vous remarquez bien, c'est divisé par le nombre d'individus. C'est ce qui revient à multiplier finalement. En général, dans la pratique, c'est-à-dire dans nos habitudes, on dit que la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre, n'est-ce pas, de variables, n'est-ce pas, nombre d'individus. Mais finalement, avec le facteur, le nombre d'individus, un seul nombre d'individus, en général, il représente le poids. Donc, la moyenne arithmétique, mathématiquement parlant, elle est définie par la somme des poids fois la valeur. La somme oméga j x jk. D'accord? Donc, oméga, c'est le poids associé pour chaque individu. XJK, bien sûr, c'est l'information pour chaque individu. Donc, la moyenne arithmétique, je la calcule par rapport à quoi? Je la calcule par rapport à chaque variable. D'ailleurs, donc ici, ça veut dire que j'ai considéré, je prends le nuage, chaque variable ici, chaque individu, chaque axe représentera donc un individu. D'accord? Donc, je prends les variables. On parlera de moyenne arithmétique pour les variables. On parlera de centre de gravité par rapport aux variables. Donc, notez bien ça. Regardez bien. Les indices sont hauts, présentés hauts. Donc, il s'agit de variables. Quand on parle du centre de gravité du nuage de points, il est défini par le vecteur G, x1 bar, x2 bar, xn bar. Et donc, vous remarquez, c'est constitué des moyennes arithmétiques de chaque variable. Autrement dit, je remonte ici. Dans la matrice, je prends la première colonne, la première variable, je cherche sa moyenne. Je prends la deuxième colonne, je cherche la moyenne. Le dernier vecteur colonne, je cherche sa moyenne. Donc, chaque résultat représentera une composante du vecteur du centre de gravité. Donc, le centre de gravité de cette matrice, de ce nuage de points, il est donné par première moyenne, deuxième moyenne, nème moyenne. Pardon. Donc, c'est un vecteur dans Rn. N représente le nombre de variables. Vous suivez? Il y a la variance aussi. La variance, elle représente, telle qu'elle est donnée comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? C'est 1 sur 1 fois la somme xjk moins xk bar. Ça veut dire c'est la composante. Donc, je remonte aussi ici. Je prends la première variable. Donc, la variance, c'est la somme, première composante moins la moyenne, au carré, plus la deuxième au carré, moins la moyenne au carré, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'elle représente finalement? Qu'est-ce qu'elle représente finalement? La variance. Regardez bien comment elle est définie. Qu'est-ce qu'elle représente la moyenne? Qu'est-ce qu'elle représente la variance? Pour le vecteur et pour le vecteur colonne xk, pour une variable. Qu'est-ce qu'elle représente pour une variable? D'après la définition, qu'est-ce qu'elle représente? L'écart par rapport à la moyenne. Hein? L'écart par rapport à la moyenne. L'écart Par rapport à la moyenne.
l'écart par rapport à la moyenne, dans quel sens l'écart? Qu'est-ce que vous voulez dire par écart? Distance. Très Dans le bien. sens Donc, au lieu de dire distance. l'écart ici, j'aimerais bien dire donc la distance, autrement la distance, très bien. Donc, finalement, c'est la distance de la variable par rapport à quoi? Entre quoi et quoi? La distance, on la calcule entre deux points, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La distance, on la calcule entre deux points. Et donc, ici, la distance, c'est entre quel point et quel point? Entre la moyenne et la valeur de la variable. Donc, entre Pour la la variable et, donc si je prends, donc là, c'est la distance entre deux points, mais comme ici, il y a un seul point qui est la variable, et donc, qu'est-ce qu'elle va représenter? Comme si c'est par rapport, comme si quand il y a un seul, comme si, regardez, en général, une distance, on peut la calculer entre deux points, entre deux vecteurs. Mais là, vous remarquez bien, il y a un seul point, hein, donc un seul vecteur, c'est la colonne, c'est la variable. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la distance, elle va représenter quoi? C'est comme si entre le vecteur et, je peux dire, comme si entre le zéro, n'est-ce pas? Comme si entre le zéro. Et donc, qu'est-ce qu'elle va représenter? Parce qu'il n'y a rien, il y a un seul point. Et donc, la distance, qu'est-ce qu'elle va représenter la distance? Si vous prenez, regardez, si vous prenez un vecteur x, x1, x2, x3, constitué de trois composantes. Quand vous dites y égale x1 au carré, x2 au carré, x3 au carré, finalement, qu'est-ce que j'ai calculé? Hmm? Un vecteur constitué de trois composantes, d'accord? X1, x2, x3. J'ai calculé la taille. Très bien. Donc, la taille, c'est son module. C'est le module, c'est la taille. Très bien. Mohamed Salim, c'est ça. Donc, c'est la taille. Très bien. Donc, ici, on peut dire donc c'est l'écart entre la variable, mais entre quoi et quoi? Comme il n'y a pas ce deuxième, c'est pas, j'ai pas mis variable xk, xj, d'accord? Donc, il n'y a que variance de xk. Ça veut dire ce qui revient à chercher le module, la taille de cette variable. Mais vous remarquez bien, c'est une taille ou bien c'est le module pondéré parce qu'il y a le oméga J. Donc finalement, la variance, elle représente une distance aussi, une taille, une longue, c'est-à-dire la taille, la longueur ou bien la norme, le module, mais pondéré parce qu'il y a le poids oméga J. N'est-ce pas? Par contre, la variance, bien sûr, variance xk, c'est de manière générale, l'écart, c'est la racine de la variance. Donc, autrement dit, le module, en général, c'est la racine, et donc c'est l'écart qui représente la variance, c'est comment dirais-je, c'est le module au carré. La variance, donc c'est la distance au carré, c'est le module au carré. Très bien. Donc, comme ça, vous pouvez donc retenir carrément ces définitions. Alors, pourquoi j'essaie de faire le lien? J'essaie de faire le lien pour que vous puissiez retenir ces résultats parce qu'on va les appliquer. Donc, il faut connaître leur sens. Comme ça, vous saurez que représente exactement dans la pratique cette valeur dans l'analyse des données. Donc, la variance, ce n'est que donc la taille, le module au carré, c'est la distance. L'écart type, c'est la racine de cette distance, de cette taille, de cette module, donc comme vous voulez. L'inertie, par contre, c'est l'information, donc c'est total. Elle représente la somme des variances pondérées. Et donc, vous remarquez bien que les résultats sont donnés, c'est des résultats pondérés parce que chaque fois, il y a le poids. D'accord? C'est ça. Vous remarquez ici, il y a pour la variance xjk moins xk. Donc, ce xk bar, n'oubliez pas, c'est la moyenne arithmétique.
D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, on a essayé de réduire, si vous voulez, l'écart par rapport au zéro. Parce que si on présente dans le plan, dans l'origine, c'est zéro. Mais quand on mixe en moins la moyenne, donc si pour chaque colonne, moins la moyenne arithmétique, moins la moyenne arithmétique, ça veut dire finalement la nouvelle représentation sera dans un nuage, dans un nouveau plan. Ce plan a comme origine le centre de gravité. Vous suivez ce que veut dire ce moins xk bar, moins x1 bar, moins, d'accord? C'est-à-dire ce qui revient à représenter les données dans un plan dont l'origine, c'est le centre de gravité. C'est une façon donc de centraliser donc les données. Donc c'est ça la première, c'est pour ça qu'on a donné la variance en fonction de la moyenne arithmétique, parce que elle fait partie après dans l'étape de normalisation. Il faut qu'on passe par le centre de gravité. Ensuite, deuxième étape, il faut on calcule ces écarts. Après, on passe au calcul. D'accord? Et comme l'écart, c'est la racine de la distance de la longueur, en général, on divise par l'écart pour rendre tout le monde de taille égale à 1. Vous allez voir après. Donc, c'est pour ça qu'on calcule l'écart, parce qu'après les données, on va les diviser par leur écart type. Donc, première étape, c'est de soustraire, donc rendre centralisé au centre de gravité. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on fait la soustraction moins x bar. Après, on va diviser par les écarts types. Donc, en division par les écarts types, c'est-à-dire on divise par la taille, le module, ce qui revient à rendre les données de moyenne égale à 1. Et comme ça, après, on pourra travailler normalement. Donc, il faut bien connaître donc, ces informations-là, ces caractéristiques, la moyenne arithmétique, le centre de gravité, la variance, l'écart type et l'inertie qui est donnée par la somme des variances pondérées. N'oubliez pas ce poids à chaque fois. Vous remarquez pour chaque variable, il y a un poids ici, c'est-à-dire dans les calculs ici, le poids qui est associé à chaque individu, et il intervient dans les calculs. C'est très, très important. Ici, il y a quelques rappels sur les mesures de liaison. Les mesures de liaison, en général, concernant les vecteurs. Bien sûr, comment comparer les vecteurs en général. Il y a bien sûr, des mesures bien définies qui sont le produit scalaire. D'accord? Il y a la covariance, il y a la corrélation. Parce que n'oubliez pas, on travaille avec des vecteurs colonnes, mais des vecteurs lignes, peu importe, variable ou bien individu. Variable ou bien individu est présenté par un vecteur. Donc, les relations entre les individus ou bien les relations entre les variables, elles s'interprètent par les relations entre les vecteurs et donc les mesures de liaison entre les vecteurs. C'est pour ça, il faut aussi, on va faire un petit rappel ici concernant le produit scalaire et la variance et la covariance, la corrélation, tout ça, c'est très important parce que c'est ces mesures de similarité ou bien dissimilarité entre les vecteurs. D'accord? Donc, le produit scalaire, vous le connaissez certainement. Bon, même si vous l'avez oublié, c'est pas difficile. C'est-à-dire certainement pour deux vecteurs quelconques, vous savez bien que analytiquement, c'est-à-dire x c'est x1, x2, xn, y c'est y, y2, yn. Alors le produit, c'est la somme x, y, i. Ça, c'est la relation qui est connue. On l'a toujours utilisée. Mais du point de vue vectoriel, comment interpréter cette relation vectoriellement? Alors, vectoriellement, justement, produit scalaire entre deux vecteurs n'est que la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Il est bien sûr commutatif, donc la relation produit scalaire entre U et V n'est que le produit scalaire entre V et U. Donc tout ça, bien sûr, on va les utiliser plus tard. Hein. Donc, par les coordonnées, bien sûr, par les coordonnées, la formule elle est très claire, vous la connaissez. C'est la somme x, y, i, et allant de 1 à 1 pour deux vecteurs x, y, par exemple. Donc, si les deux vecteurs sont orthogonaux, donc l'angle égale à 90, donc le cosinus
orthogonaux. Donc, le cosinus, sinus, c'est un norme. Alors, UV, c'est cos UV. Bon, orthogonaux, donc, donc ortho, comment dire, de norme égale à 1. C'est ça. Donc, si les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire l'angle, c'est pi sur 2. Cosinus pi sur 2 égale à 0. Et donc, le produit scalaire égale à 0. C'est clair. Donc, dans un plan orthogonal, c'est-à-dire avec les axes orthogonaux, le produit scalaire entre le premier axe et le deuxième axe égale à 0. Donc, c'est très important ça aussi, parce que dire que donc, deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire le produit scalaire. Lorsque le produit scalaire est nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. D'accord? Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va réduire la taille, la dimension de l'espace, on va garder bien sûr on va réduire quelques axes, mais pour réduire quelques axes, il faut que les axes pris, il faut qu'ils soient orthogonaux, deux à deux entre eux, n'est-ce pas? On va prendre un plan avec des axes orthogonaux deux à deux entre eux, ce qui revient donc à le produit scalaire entre deux axes est toujours égal à 0. Parce que cette contrainte-là, on va l'exploiter pour définir les nouveaux axes. Parce que quand vous dites on réduit le nombre d'axes, qu'est-ce que ça veut dire? Réduire le nombre d'axes, éliminer ceux qui ne sont pas importants et garder ceux qui sont importants et voir la relation, les relations existantes. Mais là, c'est l'explication. Mais lorsqu'on passe à la pratique, quelle est la méthode adaptée qui va nous permettre de réaliser ce but? Donc, il y a bien sûr des techniques et des étapes à suivre. On va les exposer après, mais n'oubliez pas vers la fin, je veux avoir un plan, un sous-plan, un sous-espace, n'est-ce pas? Je veux avoir un sous-espace de dimension 2 ou 3, maximum 2 ou 3, parce que c'est pour qu'on puisse visualiser les données. Donc, je ne veux pas avoir 4, 5, 6, ça n'a pas de sens. Parce qu'à partir de 4, déjà, la visualisation est très difficile. Donc, avoir un sous-espace de dimension égale à 2 ou bien 3. Le fait de construire un sous-espace à 2 axes ou bien 3 axes, il faut respecter la condition que les axes entre 2 à 2 soient orthogonaux. Donc, on va prendre en considération l'orthogonalité entre deux axes et aussi orthonormé dans le sens de norme égale à 1. Ça veut dire de taille égale à 1. C'est aussi important. Oui, le poids, c'est toujours 1 sur 1 dans la pratique. Dans les définitions que je vous ai données, exprès que j'ai gardé Kabesh, oui, je viens de lire votre commentaire. Bien sûr, c'est exprès que j'ai donné la définition d'une manière générale, parce que supposons dans un exercice donné, ou bien dans un PDF, ou bien je ne sais pas, ou bien dans un problème, on vous donne des poids différents. Donc, il faut savoir calculer ces caractéristiques-là, c'est-à-dire même la méthode qu'on va exposer après ensemble, la technique à suivre. Si on vous change quelques données, il faut bien sûr savoir comment l'appliquer. Donc, c'est pour ça que ici, les définitions, je les ai données en fonction de oméga J, d'une manière générale, le poids. Mais dans la pratique, c'est vrai que ce qu'on va faire dans les exercices et tout, on va garder le même poids, c'est 1 sur le nombre d'individus. C'est clair? Mais comme ce sont des définitions, c'est bien d'avoir des définitions d'une manière générale, parce que les définitions ne changent pas. Quel que soit le contexte, j'ai la définition, donc je peux l'appliquer selon les conditions que j'ai. D'accord? Ensuite, les cas particuliers, c'est des cas particuliers. Je prends un poids égal 1 sur 1, je prends un poids, par exemple, fixe, ne dépend pas du nombre d'individus, égale une constante fixe, ça c'est autre chose. C'est clair? Mais la définition qui est tout le temps juste correcte, il faut bien sûr la connaître telle qu'elle est. D'accord? C'est clair? Donc là, c'est des petits rappels sur le produit scalaire, la définition. Bien sûr, lorsque la norme, la taille des deux vecteurs la taille est égale, on dit qu'il s'agit de vecteurs de normes orthonormées. Orthonormés, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux, même temps de norme égale à 1. Et donc, la norme égale 1, ce qui veut dire que le cosinus, l'angle entre les deux axes, représente le produit scalaire. D'accord?
Et en général, dans les espaces, on travaille avec des axes qui sont orthogonaux et orthonormés. C'est-à-dire orthonormés dans le sens, l'angle entre les deux égale pi sur 2. Et donc, le produit scalaire égale à 0 et la norme égale à 1. Vous suivez? Donc, ces deux conditions en général sont prises en considération dans la construction des sous-espaces. Il faut que les vecteurs, les axes, on dit, bon dans le plan, dans un espace ou dans un plan, bien sûr, on ne dit pas que l'axe est de norme égale à 1, on dit que le vecteur générateur de l'axe est de norme égale à 1. Parce que pour chaque axe, pour chacune droite, ça on peut construire le vecteur générateur. Donc, dans le plan, d'accord, c'est dans le vecteur unitaire, le I et le J. D'accord, on l'appelle le vecteur générateur. Donc, lorsqu'on construit des sous-espaces, ce qui revient lorsqu'on détermine les axes constituant le sous-espace, on prend en considération que les axes qu'on va déterminer, il faut qu'ils soient orthogonaux entre eux de ça deux. Il faut que les vecteurs générateurs de ces axes sont de norme égale à 1. D'accord? Un axe est défini par son vecteur générateur. Il n'est pas défini comme ça aléatoirement. N'est-ce pas? C'est clair, vous suivez? S'il y a des questions, des problèmes, vous m'arrêtez. Hein? Bon, là, on est en train d'exposer en même temps nos buts, les définitions de base, la procédure à suivre, on la fera la prochaine fois, Inch'Allah. Mais il faut avoir ces informations, il faut savoir ces notions, parce que sinon, vous ne pouvez pas me suivre je ne peux pas exposer directement la méthode, analyse l'ACP, comment construire l'ACP, sans passer par ça. On est obligé de passer par ces définitions de base. C'est très, très important. Il y a cette notion aussi qu'on ignore en général, mais mathématiquement parlant, elle existe. Et la suivante, c'est que le produit scalaire en général, il ne se définit pas, c'est vrai, on dit que c'est la somme UIVI, tout simplement parce que c'est relativement à la matrice identité. C'est-à-dire, en général, un produit scalaire, il se définit relativement à une matrice mathématique de base. Un produit scalaire, c'est relativement à une matrice M. D'accord? Dans la pratique, cette matrice M, c'est la matrice identité. C'est 1 sur la diagonale. Tout le temps, c'est 1, 1, 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est la somme UIVI. Mais normalement, c'est relativement à une certaine matrice. Cette matrice, elle peut être matrice des poids. Comme si on a, dans la pratique, on a pris la matrice des poids, c'est 1, 1, 1, 1, 1. La matrice unité. D'accord? C'est pour ça, donc, on ne voit pas la matrice. Mais d'une manière générale, il y a cette matrice. Donc, si je peux associer, par exemple, matrice des poids, donc ça va être UT fois le 1 sur oméga fois B. Tout dépend de M. Donc, en général, le produit scalaire se calcule selon une matrice. Il y a une autre mesure, donc ici, pas vraiment mesure de liaison, mais c'est une dérivation, quelques notions concernant les dérivations matricielles. Parce qu'en général, dans votre formation, vous avez vu dérivation des fonctions, première variable en général, peut-être quelques définitions d'une dérivée d'une fonction à deux variables, mais qu'est-ce que ça veut dire dérivation matricielle? Peut-être vous ne l'avez pas vu. Et là aussi, c'est important parce qu'on peut l'utiliser après. Donc, il y a la dérivation matricielle. Dérivation matricielle, donc là, je vais vous donner la définition, avec des exemples. C'est ça. Constitué donc avec des cas différents. J'ai choisi quelques exemples. Avant de passer aux mesures de liaison, à la 4, qu'est-ce que j'ai mis? Et donc là, ici, on a commencé par un petit rappel.
le but ici, c'est avant de représenter les mesures de liaison qui nous permettent d'étudier les relations entre les variables, nous donnons quelques rappels. Très bien. Alors, tous ces rappels-là, c'est avant d'arriver au but qui est mesure de liaison. Hein. Les mesures de liaison, comme je vous ai dit, il y a les distances, il y a la variance, il y a la covariance, il y a la corrélation, il y a le rayon de corrélation, ainsi de suite. Donc, avant d'arriver à ces liaisons, bien sûr, à ces mesures, on est en train de donner quelques rappels sur le produit scalaire, sur la dérivation matricielle. Dérivation matricielle, que ça veut dire, c'est comment dériver par rapport à une matrice. Alors, bien sûr, vous allez me dire où est le lien, pourquoi dérivation matricielle. Pourquoi cette dérivation matricielle? Si vous remarquez bien, les données sont représentées dans une matrice. Après, on va analyser cette matrice, ou bien sur les lignes, ou bien sur les colonnes. Dans tous les cas, ce sera un nuage de points constitué de vecteurs, vecteurs lignes et vecteurs colonnes, mais vers la fin, c'est une matrice. D'accord? Et donc, il y a la notion de matrice, il y a la notion de matrice de poids, il y a la notion de matrice de données. Donc, la notion de matrice, elle est, d'accord? Et donc, l'étude selon une matrice, c'est pour ça donc c'est bien de faire un petit rappel sur quelques notions concernant les dérivations matricielles. C'est pas mal placé, mais il faut qu'il y ait cette notion. Alors, quand on dit dérivation matricielle, c'est comme son nom l'indique, dérivé par rapport à une matrice. Donc, on peut comprendre ça. Très bien. Dérivé par rapport à une matrice, dérivation matricielle. Donc, il y a une dérivée, il y a une matrice. Mais en général, donc, dérivée d'une matrice par rapport. Alors, ce qu'on peut retirer, les cas possibles, c'est que on a une matrice et je veux la dériver par rapport à une variable. Dérivation matricielle, c'est comment dériver, comment appliquer la dérivée pour les matrices. D'accord? Donc, comment je dérive une matrice, comment je dérive par rapport à une matrice, comment je dérive par rapport au coefficient d'une matrice, comment je dérive une matrice par rapport à une variable. Toutes ces questions peuvent être posées. D'accord? Très bien. Alors, commençons par, j'ai une matrice et je veux la dériver par rapport à une variable. C'est comme les suites matricielles. Vous connaissez les suites matricielles. On a fait un petit rappel en général, en analyse numérique. En analyse numérique, on a parlé d'une suite. Il y a suite matricielle, il y a suite vectorielle. Suite vectorielle, c'est un vecteur constitué de suites numériques. Une suite matricielle, c'est une matrice constituée de suites numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les coefficients sont des suites. Donc, je peux étudier la limite de cette suite matricielle, ce qui revient à étudier la limite de chaque coefficient. Et le résultat, ça va être une matrice. D'accord? La même chose, j'ai une matrice, je veux la dériver par rapport à une variable. Donc, j'ai une matrice qui contient des coefficients, je la dérive par rapport à une variable, ce qui revient à dériver les coefficients par rapport à cette variable. Vous suivez le lien? Vous me suivez, s'il vous plaît? Très bien. Vous prenez note ou bien prenez note pour que vous puissiez revoir. Et si vous avez des questions, vous les préparez pour la prochaine fois. Alors, ouf, vous pouvez répéter. Alors, ici, je viens de dire donc dérivation matricielle. Donc, il y a dérivé, il y a matrice. Les questions qui se posent, c'est que comment je dérive une fonction par rapport à une matrice, comment je dérive une matrice par rapport à une variable, comment je dérive une matrice par rapport au coefficient, c'est-à-dire comment je dérive par rapport à une matrice, bien inversement, matrice par rapport à une autre variable. C'est comme je vous ai dit, comme les suites. Il y a une suite numérique qui est définie donc pour toute valeur n. À chaque n, j'associe un terme dans grand N. Donc, il y a une suite numérique. Cette extension peut aller vers un vecteur pour avoir une suite vectorielle. Une suite vectorielle, c'est un vecteur constitué de composantes. Chaque composante est une suite. Donc, on peut parler de limite d'une suite vectorielle. Limite d'une suite vectorielle, c'est la limite de chaque composante. Et donc, le résultat est un vecteur.
Je peux aussi étendre ces notions vers une matrice. Donc, je parlerai d'une suite matricielle. Une suite matricielle, c'est quoi? J'ai une matrice, les coefficients sont des suites. Donc, limite d'une suite matricielle, c'est la limite par rapport de chaque coefficient. Le résultat va être une matrice. Donc, vous remarquez bien, on peut étendre ces notions définies sur des espaces de dimension 1 vers des espaces de dimension élevée. Parce que dimension 1, je suis dans R ou bien N. Dimension 2, je suis dans R2, un vecteur RL. Ensuite, dimension plus élevée, RL fois RL, ça veut dire que c'est des RL fois RM ou bien RN fois RN, c'est des matrices. C'est la même chose. J'ai une fonction d'une seule variable, je parle de dérivée par rapport à une variable. J'ai une fonction à deux variables, donc la notion de dérivabilité va être par rapport aux deux variables. J'ai une matrice vectorielle, ça veut dire plusieurs variables. J'ai une fonction matricielle définie sur une matrice, donc je parlerai de dérivation matricielle. Donc vous remarquez l'extension allant d'un espace vraiment de basse dimension vers un espace d'une dimension élevée. Les notions peuvent être étendres et donc elles auront une autre façon de présenter les choses, elles seront présentées autrement, mais la notion, le concept est le même. Donc quand je parle de dérivée matricielle, ça veut dire une chose est sûre, que j'ai une matrice et il y a une dérivée quelque part. Est-ce que je dérive une matrice par rapport à une matrice? Est-ce que je dérive une matrice par rapport à une variable? Est-ce que je dérive une fonction par rapport à une matrice? Ainsi de suite. Le premier cas qu'on va essayer de voir, c'est que j'ai une matrice, j'aimerais bien la dériver par rapport à une variable. J'ai une matrice et j'aimerais bien la dériver par rapport à une variable. Alors, comment il faut faire les choses? Il faut aller dans ce sens-là. Sachant qu'une matrice est définie par ses coefficients, donc, d'accord? Donc, si je veux dériver cette matrice par rapport à une variable, c'est ce que revient à dériver chaque coefficient par rapport à cette variable. Donc, dA par rapport à la variable, par exemple, t, ce sera dAij par rapport à la variable t pour tout ij. Donc, chaque coefficient sera dérivé par rapport à cette variable. Donc, une chose est sûre, j'aurai une matrice. Donc, dérivé d'une matrice par rapport à une variable, le résultat est une matrice. Donc, chaque coefficient, c'est la dérivée du coefficient de la matrice par rapport à cette variable. Donc, c'est ça. En posant dAij par rapport à dt, c'est BJ. Donc, j'aurai une matrice B. On prend un exemple très simple. Regardez bien. Donc, pour t différente, bien sûr, de 0 ici quand même, il faut que t soit différent de 0. Je prends par exemple cette matrice. Elle est dimension 3, constituée t, 1, moins 1 sur t pour t différent de 0, 0, moins 2t, t, 1, t3, moins t. C'est une matrice de dimension, donc de taille 3, 3 fois 3. Elle est définie pour tout t différent de 0. N'est-ce pas? Donc, vous remarquez déjà, je peux la définir en fonction de t, donc c'est comme si une fonction. Très bien. La dérivée de a par rapport à t se fait comment? Se fait comme suit. Chaque coefficient, je le dérive par rapport à t. Donc, dt par rapport à t, c'est 1. La dérivée de 1 par rapport à t, 1 est une constante, ne dépend pas de la variable, donc c'est 0. La dérivée de 0 par rapport à t, c'est 0. La dérivée de moins de t par rapport à t, c'est moins 2. La dérivée de t3, c'est 3t2, et ainsi de suite. Donc, vous remarquez bien que le résultat est une matrice. Donc, lorsqu'on parle de la dérivée d'une matrice par rapport à une variable, il suffit juste de dériver chaque coefficient par rapport à la variable. Donc, une chose est sûre, le résultat est une matrice. Deuxième cas qui peut se présenter, c'est dériver une fonction par rapport à une matrice. D'accord? J'ai une fonction et j'aimerais bien la dériver par rapport à une matrice. Une chose est sûre, du moment que je veux la dériver par rapport à une matrice, ça veut dire que le résultat qui va être présenté, l'image, est une matrice. Donc, dériver d'une fonction par rapport à une matrice A à IJ, d'accord, pour I et J, donc là, c'est une matrice.
df de A, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à chaque coefficient. Donc, vous remarquez cette dérivée matricielle? J'ai une fonction, d'accord? Je veux la dériver par rapport à une matrice, ce qui revient à la dérivée par rapport à chaque coefficient. On prend un exemple très simple. Vous allez voir. J'ai deux vecteurs x, y dans Rn. Et la fonction f est définie par, elle est définie sur x, y égale produit scalaire. Donc, c'était x fois y. Donc, par exemple, par définition, produit scalaire, c'est la somme xi, yi. D'accord? Alors, quand je dis, je dérive la fonction par rapport à une matrice. N'oubliez pas, matrice, c'est un tableau constitué de lignes et de colonnes. Donc, je peux avoir une seule colonne. Je peux avoir une seule ligne. Je peux avoir deux lignes de colonne, deux lignes et colonne, ainsi de suite. Là, donc, les cas qui se présentent, par exemple ici, je dérive f par rapport à grand X. Ici, x est un vecteur de Rn. Au départ, a été pris x, un vecteur de Rn. Donc, ça veut dire quoi? Je peux le voir en tant que quoi? Je peux le voir en tant que matrice, dimension égale, de taille égale 1 fois n. 1 fois n ou bien 1 fois 1, si on le prend en tant que colonne. Donc, n ligne, une colonne. Donc, c'est un vecteur. Un vecteur est considéré comme une matrice. N lignes, une seule colonne. Si je dérive la fonction par rapport à grand X, cette matrice, ce qui revient à dériver cette fonction, qui est la somme x, y, par rapport à chaque composante du vecteur grand X. Donc, ce sera la dérivée du produit scalaire par rapport à x1, la dérivée de la somme par rapport à x2, la dérivée de la somme par rapport à la dernière composante qui est x1. Et donc, je vais avoir la dérivée de cette somme, la dérivée de x1, y1 par rapport à x1, c'est y1. La dérivée, donc, x2, y2 par rapport à x1, c'est 0. Donc, finalement, il me reste ici que y1. De même ici, par rapport à x2, il me reste y2. Par rapport à la dernière, il ne me reste que y1. Donc, finalement, ici, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai le vecteur grand Y. D'accord? La même chose, si vous dérivez f par rapport à grand Y, vous aurez grand X. Donc là, c'est un cas particulier. La matrice est constituée d'une seule colonne. D'accord? N ligne, une seule colonne. On peut prendre un autre exemple. Une fonction factorielle vectorielle définie par f de grand X égale y avec x égale 2 vecteurs. Donc, df par rapport à x, c'est la dérivée de y par rapport à x. Très bien. Et si vous allez voir, par exemple, le résultat, ça va être autre chose. Regardez, par exemple, ici, une fonction vectorielle. D'accord? Je prends cette fonction vectorielle, f de grand X égale grand Y. Si je dérive f par rapport à grand X, pourquoi? Vous allez voir la différence entre cet exemple et l'exemple qui le précède. Ici, quand je dis f de grand X égale grand Y, l'image, elle est où? L'image est un vecteur, n'est-ce pas? L'image est un vecteur. Donc, si je dérive f, ça veut dire ce qui revient à dériver grand Y par rapport à grand X, donc ce qui revient à dériver grand Y par rapport à chaque composante de X. Mais Y lui-même est constitué de composantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque composante de Y sera dérivée par rapport à toutes les composantes de X. Par contre, dans l'exemple précédent, la fonction vectorielle qui a été prise, l'image, c'était le produit scalaire, la somme xi, yi. La somme xi, yi est une valeur. Ce n'est pas un vecteur. Le résultat est une valeur. C'est pour ça que la dérivée par rapport à un vecteur, le résultat était un vecteur parce que cette valeur sera dérivée par rapport à toutes les composantes de x et donc j'aurai n résultats parce que x est constitué de n composantes et donc le résultat était un vecteur. Par contre, ici, l'image de la fonction est un vecteur.
et je la dérive par rapport à un vecteur. Donc, chaque composante de y sera dérivée par rapport à toutes les composantes de x. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai n fois n, j'aurai n au carré, et donc j'aurai une matrice. Donc, la dérivée de f par rapport à x, c'est ce qui suit. La première composante, je la dérive par rapport à x1, je la dérive par rapport à x2, je la dérive par rapport à xn. Donc, vous remarquez bien, j'ai une ligne. Y, l'image, y, il a une composante. Ensuite, je passe à je passe à la composante numéro 2. Je la dérive par rapport à toutes les xi. Et donc, j'aurai le résultat qui est la deuxième ligne. Par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport à xn. Ainsi de suite. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici que j'ai une matrice. Donc là, deux types différents de fonctions vectorielles. Ici, une fonction vectorielle dans l'image est une valeur, et donc la dérivée par rapport à un vecteur, c'est un vecteur. Ici, une fonction vectorielle dans l'image est un vecteur, donc sa dérivée par rapport à un vecteur est une matrice. D'accord, vous suivez? Dans d'autres cas, bon, je peux vous laisser le soin de voir les deux cas, les derniers cas, 3 et 4. Là, par exemple, je vous donne un autre exemple. Si vous prenez une matrice carrée constituée de A et J, d'accord? La trace d'une matrice, vous la connaissez, c'est la somme des éléments diagonaux. C'est la somme des A et I. A1 plus A2 plus ANN. Donc, je considère la fonction FA, c'est la trace. C'est la somme des A et I. Si je dérive F par rapport à grand A, ça veut dire que je dérive la trace par rapport à tous les coefficients de la matrice, donc par rapport à tous les A et J. Dans le cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? La trace, c'est la somme. C'est A1 plus A2 plus ANN. Je la dérive par rapport au premier coefficient, c'est 1. Par rapport aux autres, c'est 0. C'est clair parce que c'est A1 plus A2. Donc, si je vais la dérive par rapport à 1,2, mais qu'est-ce que A1,2? Donc, c'est 0. Si je la dérive par rapport à 3,2, il n'y a pas 3,2. Donc, c'est 0. Donc, la seule dérivée, c'est par rapport à A1, A2, A3,3, ANN. Et donc, le résultat est une matrice identité. C'est 1 sur la diagonale, 0 partout. D'accord? Donc là, j'ai essayé de vous donner quelques notions. C'est important parce qu'on va utiliser ces résultats indirectement dans la démonstration de l'application des méthodes de l'application de l'ACP. Pour construire l'espace, l'espace de dimension inférieure, on aura besoin d'utiliser ces notions de la démonstration. Donc, il faut avoir une idée sur ces définitions-là. Donc, après, je vais vous les envoyer, de les revoir à tête reposée pour que vous puissiez me suivre la prochaine fois lorsqu'on va entamer la CP, Inch'Allah. Donc, les mesures de liaison, il y a la distance, vous la connaissez, Hanik, c'est la racine de la somme des composantes. Il y a la covariance, elle est là, elle est donnée par cette définition. Il y a aussi la corrélation, bien le coefficient de corrélation, qui est donné par la covariance normalisée par les écarts. Donc, en général, quand on parle de covariance ou bien corrélation, c'est la même chose. Pas la même chose, c'est-à-dire la même chose dans le sens où corrélation, c'est la covariance normalisée. D'accord? Parce que c'est le degré de la relation. La covariance, elle mesure la relation entre deux vecteurs et le coefficient de corrélation, il mesure l'intensité de la relation. Est-ce qu'elle est forte ou bien faible? D'accord? Et en général, ce n'est que la covariance normalisée. C'est pour ça, donc, la valeur du coefficient de corrélation est toujours entre 0 et 1. D'accord? Donc, on peut revenir sur les mesures de liaison avant d'entamer l'ACP. Mais surtout, les notions de base, j'aimerais bien que vous jetiez un coup d'œil quand même. Comme ça, pour la prochaine fois, Inch'Allah, lorsqu'on parlera de variance, de distance et tout, vous saurez donc de quoi il s'agit. Alors, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?
Bon, c'est la première séance, mais allez, c'est pas grave, peut-être de tout comme, vous n'êtes pas encore familiarisé, vous allez vous familiariser après. Seulement, comme ce que je vous conseille quand même, de revoir quand même les notions, parce qu'en analyse de données, quand il y a quelques définitions, il faut les connaître. C'est la prochaine fois, par exemple, quand je parle du produit scalaire, je parlerai de réduction, de projection, c'est-à-dire il faut quand même avoir une idée. D'accord? Pour ne pas à chaque fois répéter les notions. C'est pour ça donc que j'ai consacré cette séance pour les définitions. Je vais essayer de vous envoyer, Inch'Allah, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer d'entamer, de commencer les étapes pour comment voir, vous allez voir comment on va construire l'ACP. Ce qu'il faut bien connaître, c'est que l'ACP, c'est avoir de nouvelles variables. Ces nouvelles variables sont appelées analyse en composantes principales. Ça veut dire c'est construire de nouvelles variables. D'accord? Les anciennes variables, donc ce sont les premières, les données qui ont été données initialement. On veut réduire la taille, donc la dimension de l'espace. On doit construire un sous-espace de dimension 2 ou bien 3. Ce sous-espace est constitué d'axes, donc 2 ou 3 axes. L'ACP consiste justement à définir les nouvelles variables. Mais ces nouvelles variables sont déterminées à partir des axes. On les appelle les axes principaux. Donc, tout d'abord, il faut construire donc les nouveaux axes principaux qui vont nous conduire vers les composantes principales qui sont les nouvelles variables. Donc, ça, c'est en résumé, il faut bien le retenir. C'est clair?